Bienvenue pour ce 3e live des 34e Grand Prix Comment Formule 100% online. Un format inauguré le 6 avril qui s'achèvera le 16 avril. Et si vous avez raté l'un de nos 2 premiers lives, pas de panique, tout est disponible en replay. Les Grands Prix Comment, c'est l'occasion de découvrir les grandes inspirations de la communication qui ont été cette année, encore une fois, détectés parmi vos 177 dossiers déposés. Un très beau chiffre, malgré le contexte délicat que nous connaissons tous. Cette année, nous avons également demandé à des experts de venir nous aider à décrypter ces tendances pour pouvoir les partager avec vous. Qui dit 3e live, dit 3e inspiration. Et un bonus, la révélation du prix coup de cœur du jury. Mais avant cela, je tenais à remercier nos partenaires qui nous ont permis d'organiser ce bel événement. Audencia Sciencescom, ePressPack, Glory Paris qui a réalisé l'identité de ses 34e Grand Prix, l'ISCOM, Kantar, Les Échos Le Parisien événements et notre partenaire média Uzbek Erika. Merci également à nos 2 animateurs de choc, Ludovic Ebrard et Constance Viblé. Et enfin, merci à l'équipe de Comment pour cette belle organisation. Juste avant de commencer, je vous invite bien sûr à utiliser le hashtag GPComment pour suivre les résultats du palmarès sur Twitter, mais plus globalement à vous inscrire et vous abonner à nos comptes LinkedIn et Instagram pour suivre l'actualité des Grands Prix, mais aussi toute l'actualité de l'association. De la contrainte naît la créativité. Contraintes, elles n'ont pas manqué cette année. Et de la créativité, la communication n'en a pas manqué non plus. Entre un calendrier sans cesse bouleversé, un cadre en redéfinition constante, il a fallu jouer la carte de l'improvisation et oui, disons le mot, de l'agilité. Cette année, nous avons été bluffés par les dispositifs astucieux et les stratagèmes déployés. Less is more, comme on dit, et nous ne pouvons que saluer la capacité qu'ont eu les communicantes et les communicants à mettre en place des dispositifs efficaces, impactants, avec peu de moyens, mais beaucoup de talent. Place à la vidéo de cette 3e inspiration, la com en mode Système D, avant de retrouver notre experte, Émilie Thierry, directrice de The Good, avec laquelle on repassera cette tendance en revue. Les DIRCOM et les agences se transforment en as de la débrouille, en magiciens de la récup. En 2 temps, 3 mouvements, la communication improvise, avec 3 fois rien, parfois même avec ce qu'elle a sous la main, mais pas sans résultat. En mode astuce et système D, elle déplace le C de la réactivité, à la fois réactive et créative, et même récréative. Ces mots d'ordre, simplicité, justesse et efficacité, pour un maximum d'impact en termes d'audience et le minimum en termes de CO2. En résumé, une com pleine d'ingéniosité. Oui, vous pouvez le dire, une com résiliente. Bienvenue Émilie. Merci. Alors pour vous, la crise que nous traversons est un catalyseur de l'esprit système D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous entendez par là ? Exactement. Je pense que le système D n'est pas qu'une tendance de communication, c'est une illustration, un aspect, le reflet plus global d'un changement de paradigme, économique. Le système D, c'est quoi ? Le système D apparaît quand les systèmes, les écosystèmes sont bouleversés, quand ils sont sous contrainte, sous tension, des contraintes économiques, des contraintes matérielles, des contraintes sanitaires, ou de l'urgence. Et lorsqu'ils sont combinés avec d'autres phénomènes, vous allez voir, ce système D-là peut finalement se muer en nouveau modèle économique. Je pense par exemple à la crise de 2008, qui était une crise financière, une crise économique, et qui a vu apparaître un nouveau modèle économique qui est celui de l'économie collaborative. Et qu'est-ce que c'est l'économie collaborative si ce n'est un système de débrouille qui est augmenté de sa rencontre avec le digital, avec les plateformes, le web social,
social. On a vu à l'époque la naissance de Facebook, de Twitter, la naissance du peer-to-peer, du pair-à-pair. Et finalement, la tendance de ce pair-à-pair et la contrainte économique qui était liée à la crise économique et financière de 2008 ont développé, ont boosté cette économie collaborative. Qu'est-ce que c'est Airbnb, c'est du couchsurfing amélioré. Qu'est-ce que c'est Blablacar, c'est du stop qu'on faisait dans la rue et qui devient sécurisé, augmenté par une application. Et c'est la même chose pour Spotify ou Deezer, qui sont des plateformes où on s'échange ses CD comme on le faisait avant dans la vraie vie. Et du coup, on a assisté. Pour moi, l'économie collaborative à l'époque, c'est finalement le parangon du système D, de l'économie de la débrouille. Donc, comme on le dit souvent, les crises, c'est toujours une opportunité. Exactement. Et la crise que l'on traverse, même les crises que l'on traverse aujourd'hui, rencontrent une troisième crise. On a deux crises qui nous amènent encore plus à travailler sur ce système D. On a à la fois la crise sanitaire, les magasins qui sont fermés, comment on fait pour consommer quand la plupart des magasins sont fermés ou qu'on n'a pas envie d'aller dans la rue pour aller consommer. Une crise aussi un peu économique, il ne faut pas l'oublier, pour une grande partie de la population française. Et ces deux crises-là rencontrent une troisième crise qui est la crise écologique. Et ma conviction, c'est que finalement, ces trois crises vont faire naître une nouvelle forme d'économie, un nouveau modèle d'économie qui est une économie qu'on peut qualifier de frugale. Et pour moi, il y a trois tendances de consommation majeures qui ont été boostées par les trois crises que l'on traverse aujourd'hui et qui sont un exemple de cette économie frugale. Je pense notamment à la consommation locale. Qu'est-ce que la consommation locale ? Si on regarde notre triptyque, on a d'un côté, on fait avec ce qu'on a à côté de chez soi, la dimension sanitaire. On sait qu'on participe en dépensant local pour l'emploi, donc la dimension économique. Et puis on sait aussi qu'on participe à la réduction du transport des biens. Et donc on répond aux contraintes écologiques. La même chose pour l'économie circulaire, pour la seconde main. Une tendance qu'on voit fortement se développer et qui a été boostée par la crise, parce que dans la dimension sanitaire, on s'échange entre pairs quand les magasins sont fermés, qu'on ne peut plus commander même en ligne parce que les entrepôts sont fermés. La dimension économique, on sait que c'est plus abordable, et puis la dimension écologique, on prolonge la durée de vie des produits. Tout ça paraît plutôt souhaitable, en fait. Voilà, exactement. Après, la frugalité et la sobriété sont plutôt deux choses qui doivent potentiellement nous faire envie et qu'on doit pouvoir rendre attractive. Exactement. Du coup, ça a un impact, j'imagine, sur les entreprises et sur les marques. Effectivement, pour moi, les entreprises, on a trois impacts. Le premier, c'est qu'elles aussi ont été confrontées au système D. Quand tout a fermé, que l'activité économique s'est quasiment arrêtée en mars l'année dernière, elles ont dû faire preuve de système D, elles ont dû faire preuve d'inventivité, d'agilité, et à quelque part aussi développer cette forme d'innovation frugale. On revient toujours à cette dimension de la frugalité. La deuxième chose, c'est qu'elles vont devoir intégrer à leur business model économique l'ensemble de ces changements de consommation et l'intégration de ce système D dans les changements de consommation, développer des corners seconde main dans les enseignes, développer des circuits courts pour une consommation plus locale. Et puis le troisième exemple de cette système D, de cette tendance système D, c'est aussi la dimension do it yourself. Les makers, on parle beaucoup des makers qui vont chercher dans leur cuisine ou dans leur établi de quoi produire et du coup ne pas avoir à acheter. Donc on a encore une dimension économique importante et les aider du coup ces makers à créer leurs propres produits. On voit que Danone par exemple a lancé des kits pour faire ses yaourts à la maison, ou Boulanger qui propose une plateforme où on peut imprimer en 3D des pièces d'électroménager qu'on doit réparer. Le troisième élément, en fait, le troisième impact pour les entreprises, pour moi, c'est finalement ce système D, cet esprit système D de la débrouille, c'est aussi un esprit de solidarité. Et on le voit encore aujourd'hui. Toutes ces marques qui s'engagent pour leurs clients, pour les communautés. On voit Intermarché, L'Oréal qui vont aider les étudiants. On voit aussi l'engagement auprès des producteurs et des parties prenantes des entreprises. Je pense par exemple à Burger King qui propose un sac de pommes de terre produites localement, qui sont la matière première de ses frites pour soutenir ces producteurs locaux. Voilà pour moi les trois impacts principaux pour les entreprises. Donc aussi des choses qu'elles auront sans doute et elles le feront bien envie de pérenniser à l'avenir et qui sont des acquis quelque part de la crise.
Et pour la communication, alors le système D, ça veut dire quoi? Est-ce que ça a bousculé le secteur? Alors, complètement. Enfin, comme ça vient bouleverser nos systèmes économiques, comme ça vient bouleverser les entreprises et leur raison d'être, ça vient aussi bouleverser notre secteur. On l'a vu, les communicants ont eu fort à faire et se sont vus totalement bousculés dans leurs méthodes, dans leurs pratiques au printemps dernier. Ça a fait naître énormément de créativité, puisque quand on a moins de moyens financiers, moins de moyens techniques, on peut plus se déplacer. Du coup, on voit apparaître des campagnes d'un nouveau format. On voit des marques qui vont avoir recours à leurs employés plutôt qu'à des mannequins. On voit des marques qui vont faire des tournages en France, localement, dans des appartements, plutôt que d'aller loin, dans un paradis lointain. Et donc, plus de créativité. Pour moi, cette frugalité aussi dans la communication, c'est aussi plus d'authenticité. Et plus de confiance, et plus de confiance, du coup, et de proximité avec les consommateurs. On est dans une communication qui est sans phare. On est dans une communication qui est plus directe, qui est moins de chichi, qui va à l'essentiel. Et ça nous permet aussi de gagner aussi énormément en émotion auprès des consommateurs. Et du coup, on est sur une communication du coup plus frugale, mais certainement plus dans le vrai. Et c'est aussi ce que recherchent et ce qu'attendent les consommateurs. C'est très clair. Un mot de la fin, peut-être ? Eh bien, comme vous le disiez, la communication plus frugale, l'innovation plus frugale nous permettent vraiment de repenser nos pratiques et d'adopter à la fois des pratiques qui ont plus de sens, qui viennent questionner vraiment nos métiers, et puis des pratiques qui sont plus saines. C'est important d'avoir aujourd'hui cette recherche de respect à la fois des ressources humaines et encore plus dans nos métiers qui reposent principalement sur des talents RH. Nos ressources naturelles, comment on fait pour les économiser, pour ne plus les consommer à outrance, pour ne plus les consumer. Consommer utile. Consommer utile, exactement. Et ne plus consommer toutes ces ressources, faire avec ce qu'on a, et seulement avec ce qu'on a. C'est un vrai système D, quoi. C'est des valeurs qu'on défend et qu'on partage depuis très longtemps chez Comment. Donc j'avoue qu'on est très content qu'elle... même à la faveur d'une crise difficile, qu'elle puisse émerger, en tout cas. Merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement intéressant. Et on se retrouve en fin de live pour que les participantes et les participants puissent vous poser leurs questions grâce à l'onglet questions qui est, comme son nom l'indique, prévu pour ça. Merci beaucoup, Émilie Thierry. Merci à vous, c'est un plaisir. J'accueille maintenant Ludovic Hébrard, président de l'agence avec un grand H et administrateur engagé et vice-président de l'axe de travail, parcours professionnel et employabilité de Comment, qui sera notre animateur pour cette petite heure ensemble. Il est maintenant temps de vous présenter nos jurés de choc. Jury que tu as eu l'honneur de présider, Séverine. Absolument. Et parce que chez Comment, on aime aussi les chiffres. Tu vas nous annoncer les grands chiffres de cette 34e édition, j'y arrive. Et ils sont beaux, 177 dossiers, 24 catégories, 24 Comment d'or, 2 grands prix et un coup de cœur, étudiés et récompensés par nos 34 jurés. 34 jurés qui ont bossé d'arrache-pied pendant 8 jurys, enfin répartis en 8 jurys sur 4 jours. On a fait presque 20 heures de délibération en visio. Et puis derrière aussi 2h30 de plénière pour déterminer les 74 dispositifs de communication gagnants. Des jurys très courageux qu'on remercie encore. Merci à Asaël Adari d'Occurrence, à Céline Boisson de Nude, à Coralie Cornet de Argos, à Marion Doucet de L'Oréal, à Hervé Frances de Oco, à Ludovic Hébrard de Avec un grand H, à Agathe Lélu, directrice de la communication, et à Anne-Cécile Thoman de TBWA Corporate. Ils étaient connectés, ils ont été drôles, bienveillants, inspirants, efficaces, et on les remercie encore pour avoir sélectionné les gagnants de cette 34e édition des Grands Prix Comment. Je vous laisse maintenant entre les douces mains de Ludovic qui va vous accompagner et je déclare ouverte la remise des prix de notre 34e édition des Grands Prix sous le signe du système D.
Alors, c'est parti pour le palmarès de la journée. Vous allez voir, on a du lourd, on a des choses top aujourd'hui. Et on va démarrer avec le prix du dispositif de communication externe. Alors, dans cette catégorie, le comment d'argent est décerné à BPCE, Caisse d'épargne, pour sa campagne Être utile à Loïc, avec l'agence Altman Pacro. Et le comment d'or, lui, est décerné à Label Emmaüs pour son opération On solde le monde d'avant, avec l'agence Better Ideas. Et on va retrouver d'ailleurs en duplex Anne-Sophie Tournâtre, chargée de communication et merchandising chez Label Emmaüs, ainsi que Vincent Paris, associé fondateur de Better Ideas. On découvre dès à présent la campagne en images. Printemps 2020. Un baromètre Horizon Conso révèle que 45% des Françaises et Français pensent que la crise modifiera durablement leurs habitudes d'achat. Pour Label Emmaüs, ce constat est l'opportunité de valoriser les valeurs solidaires de sa boutique en ligne et d'encourager par la même occasion l'émergence d'un nouveau mode de consommation. En plein déconfinement et à 15 jours des soldes d'été, Label Emmaüs lance l'opération On solde le monde d'avant, une vaste campagne de contre-soldes. L'audience ciblée, les consommateurs et consommatrices convertis ou déjà réceptifs aux valeurs véhiculées par le label alternatif mais n'ayant pas encore sauté le pas. Le dispositif, subversif et astucieux, il est pensé comme une campagne d'engagement. Les codes traditionnels de la grande consommation sont repris et détournés dans 6 visuels aux accroches militantes et malicieuses. Le tout, d'abord déployé en ligne, sur les réseaux sociaux et appuyé par une campagne d'influence. Puis soutenu par un volet événementiel en mode guérilla marketing, alliant street art et street marketing. Avec 75 influenceurs mobilisés, une augmentation de 100% de l'audience et de 120% des ventes sur l'e-shop, plus une solide couverture médiatique. On solde le monde avec, réussit à rassembler toutes celles et ceux qui croient à une consommation responsable dans le monde d'après. Alors, Anne-Sophie et Vincent, juste avant de vous interroger, on va avoir le commentaire d'un membre du jury. En l'occurrence, il s'agit de Joël Duru, il est directeur général de l'agence Précontact. L'opération On solde le monde d'avant de Label Emmaüs nous a particulièrement interpellés pour 3 raisons. La première, c'est l'art du contre-pied, du détournement, de la formule qui claque au bon moment pour avoir un sens. En effet, une campagne anti-solde qui remet en question l'hyperconsommation au profit d'un message militant, une campagne qui surfe sur une tendance sociétale de fond. Ça nous a bien plu. La deuxième raison, c'est la communication en mode système D avec une mécanique de guérilla communicationnelle très réussie, mixant médias tactiques dans la rue et campagne d'activation digitale avec un petit côté happening. Et puis enfin, l'efficience du dispositif, puisque le reach obtenu a été très fort en termes de participation au jeu, en termes d'amplification via les influenceurs et l'engagement de leur communauté, via des retombées presse, le tout avec un budget assez limité, donc bravo. Bref, on a souhaité au niveau du jury valoriser une marque engagée qui a su mettre son dispositif au service d'une idée, d'une vraie idée, une idée qui interpelle, une idée qui touche ses cibles grâce à sa justesse et aussi grâce à l'audace créative, sans oublier la qualité d'exécution. Anne-Sophie, je me retourne vers vous. Bravo pour cette opération. Et la question que je voulais vous poser, c'est quoi pour vous la communication d'après chez Label Emmaüs ? Pour Label Emmaüs, la communication, elle est à la fois engagée et informative. La communication du monde d'après, elle est toujours plus militante et plus proche des nouvelles aspirations des consommateurs. Elle s'empare des sujets ayant un impact social et environnemental, bien sûr. C'est une forme de communication qui encourage à l'engagement et crée une réelle communauté autour de ces valeurs. Ça se rapproche d'un média au sens plus large, en fait, pour nous. On a un rôle et une responsabilité en tant qu'expert du réemploi d'informer les gens et aussi, sur un aspect plus institutionnel, de faire pression sur les lobbies et de faire bouger les choses à un niveau national. On rapprochera cette facette d'un travail de plaidoyer au sens plus large. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de porter nos valeurs solidaires et éco-responsables en s'appuyant sur le contre-modèle que nous proposons face aux géants du e-commerce et en détournant les codes qui existent déjà dans la communication.
D'accord, merci Anne-Sophie. Vincent, je me tourne vers vous à nouveau. Juste pour savoir, effectivement, cette communication d'après, comment l'upcycling s'applique également à la communication? Bonjour et merci tout d'abord pour ce prix qui nous fait particulièrement plaisir. J'en profite aussi rapidement pour remercier toutes les équipes de Label et celles de l'agence qui ont soutenu la campagne. En ce qui concerne l'upcycling dans la communication, on va dire que le sujet est assez vaste et honnêtement, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre pour toutes les campagnes. En tout cas, en ce qui concerne cette campagne-là, donc l'idée créative, c'était bien d'upcycler les codes de ce qu'on appelait à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, c'est un mot qu'on emploie un peu moins, mais la réclame. Et en fait, nous, on est parti de là, le point de départ, c'était ça. En gros, parce que ces codes de la réclame, ils ont une grande vertu, c'est leur valeur d'arrêt pour les consommateurs. Et encore une fois, c'est une campagne qui se voulait tactique. Il fallait optimiser l'impact de la campagne parce qu'on n'avait pas un budget illimité, voire même pas de budget média du tout, on va dire. Donc cette valeur d'arrêt, nous, elle nous parlait. Et bien évidemment, elle nous parlait, ces codes de la réclame, ils nous parlent parce que sur le fond, on prend un peu le contre-pied. Et donc, bien évidemment, l'objectif de la campagne, ce qu'on a voulu faire, c'est enrichir cette approche tactique par le supplément d'âme et d'engagement qu'on retrouve derrière le modèle de conso porté par Label Emmaüs, une conso porteuse de sens, en phase avec les attentes de notre temps. Et en gros, c'est là en fait où la campagne, elle s'inscrit dans l'upcycling. L'upcycling, c'est quoi? C'est recycler quelque chose. En l'occurrence, on a recyclé des codes. Et l'upcycling, c'est y apporter une valeur ajoutée supplémentaire. Finalement, l'upcycling, c'est ce que fait, c'est le projet de Label Emmaüs finalement. Donc, donner une seconde vie aux objets recyclés, tout en leur donnant plus de valeur humaine, plus de valeur sociale et plus de valeur environnementale. Merci, bravo. En tout cas, ce qui n'est pas soldé, c'est votre prix, puisque vous avez ce comment d'or. Bravo et merci à tous les deux. Et on va passer maintenant au prix de la campagne d'intérêt général. Donc, comme je vous le disais, campagne d'intérêt général, une très belle catégorie dans laquelle le comment de bronze est décerné à ONU Femmes France pour ONU Femmes France # le fémicide dans la loi avec l'agence Glory Paris. Le comment d'argent, lui, est décerné au ministère de l'Intérieur, délégation à la sécurité routière pour sécurité routière vivre ensemble avec les agences Babel Stratégie et Création et Madame Bovary et Service Plan. Et le comment d'or, lui, est décerné à Label Emmaüs pour Hack Friday avec l'agence Brainsonic. Et j'accueille d'ailleurs, sans plus attendre, en duplex, Khadija El Goufi, qui est responsable marketing et communication à Label Emmaüs, et Alban Pénicaud, qui est directeur chez Brainsonic. On découvre d'abord votre campagne en vidéo. Créée en 2016, Label Emmaüs est la première entreprise d'e-commerce œuvrant pour l'insertion tout en luttant contre le gaspillage. Sa mission ? Proposer une alternative aux sites de vente en ligne traditionnels en faisant la promesse d'un achat solidaire. À l'approche du Black Friday, Label Emmaüs décide de mener une action coup de poing dans les rues de Paris et de faire d'une pierre deux coups, dénoncer la surconsommation et faire connaître son e-shop. Le principe est simple et efficace. Hacker une centaine de vitrines de magasins à l'aide d'un portant mobile transformé en fenêtre web de l'e-shop de Label Emmaüs. Largement relayée sur les réseaux sociaux et dans les médias, la campagne n'a coûté que l'achat et la customisation des 2 portants de vêtements, recyclés qui plus est. Et les résultats ne sont pas au rabais. L'opération Hack Friday a totalisé plus de 300 retombées presse, mobilisé 40 influenceurs et généré une hausse du trafic sur le site de plus de 60% durant les 3 jours qui ont suivi l'opération. Alors, Khadija et Alban, c'est presque à vous, mais je vous propose d'abord d'écouter Céline Boisson. Elle est directrice associée de l'agence Nude et elle faisait partie du jury. Donc, on l'écoute pour un commentaire. Le label Emmaüs, ce qui a été vraiment apprécié, c'est l'audace finalement du projet, puisque la marque Emmaüs qui en fait un label et qui montre à quel point une alternative est possible aux marques nationales, aux marques de mode nationales, c'est l'audace qui a été saluée, qui a été appréciée, c'est la simplicité.
également de l'opération qui a été mise en place, puisque aucun achat média n'a été nécessaire, simplement 2 portants, et l'impact a été réel à travers les médias sociaux, la presse, voilà. Donc je pense qu'il y a cette notion de simplicité, cette notion d'audace, de créativité aussi, et d'interpeller sans être donneur de leçons, puisque la mission du label Emmaüs à partir et sur la base de ce hack Friday a vraiment été simplement d'informer, de sensibiliser et de montrer qu'il existait une alternative. Merci Céline pour ce petit commentaire, enfin pour ce grand commentaire, je n'en sais rien. Khadija, ça va être à nous. Donc effectivement, désolé, je vous ai fait patienter un petit peu, mais il fallait voir effectivement votre campagne. Et puis c'était intéressant d'entendre ce commentaire. Alors, je me retourne vers vous effectivement. Et la question que je pouvais vous poser, c'est est-ce qu'il est important effectivement pour la label Emmaüs de communiquer via des dispositifs simples, légers, astucieux, et surtout, j'allais dire pourquoi? Oui, c'est vrai, tout à fait. Alors, dans l'ensemble de nos activités, nous essayons d'être force d'innovation. Et cette capacité d'innovation, elle se traduit par des manières simples et efficaces de faire passer notre message et de mettre en avant l'objet social et environnemental. Là, on a été super bien accompagné par Brainsonic. Là, ça correspondait à aller dans la rue avec une fenêtre web mobile pour présenter une alternative aux dérives de la surconsommation. Et ça, en essayant d'être dans le concret, au plus près de la réalité sociale et humaine. C'est vrai que là, pour l'instant, on a peu de temps pour faire des événements avec le confinement, la situation actuelle. Mais cette volonté-là de simplicité, elle passe par les réseaux sociaux, par des démarches ludiques et impactantes et par des manières très claires de transmettre ce qu'on fait à l'oral ou tout simplement très concrètement, comme on l'a fait avec Brainsonic. Merci beaucoup, Khadija. Je me tourne vers Alban. Alban, j'ai oublié de préciser que vous étiez directeur de la création, si j'ai bien compris, chez Brainsonic. Est-ce que oui, tout à fait. Bon. Alors, ma question, comment on réussit effectivement à créer le buzz sur les réseaux sociaux, dont parlait Khadija, comment on crée le buzz sur les réseaux sociaux dans la rue et avec 2 portants upcyclés? Oui, c'est ça, c'est 2 portants recyclés en plus. Ça a été très bien résumé par Céline et même Khadija en intro, c'est que là, c'est la simplicité qui fait que ça a plu. Et la simplicité et aussi le fait que ce soit directement les compagnons du label Emmaüs, qui sont les propres gens qui travaillent au sein de l'association, qui étaient corps portants. Alors après, c'est amusant parce que vous êtes dans des quartiers un peu chics et puis vous avez des gens avec des portants, forcément ça attire un peu l'intérêt. Et puis alors dès qu'ils se mettent devant la vitrine, vous lisez l'accroche et puis je pense que c'est un peu l'impertinence, cette gentille impertinence qui a fait que ça a pris en fait, que le message a plu, et si le message plaît, c'est souvent relayé sur les réseaux sociaux. Ce qui était sympathique là, c'est qu'on voyait des gens sortir leur téléphone et filmer l'opération. Bravo. En tout cas, moi j'ai trouvé ça canon. Bravo encore pour ce Commander. Merci à tous les deux. Merci infiniment. Et on va passer donc au prochain palmarès. Merci. On passe au prochain palmarès avec le prix de la marque employeur. Merci à vous, merci à Brainsonic. Donc, 3e catégorie, qui est un peu ma catégorie fétiche, cette marque employeur. On démarre avec le Comène de bronze. Il est décerné à la sous-direction du recrutement de l'Armée de Terre pour sa campagne de recrutement Armée de Terre avec l'agence Inside. Pour l'argent, le Comène d'argent, il est décerné à Disneyland Paris pour campagne image et recrutement Disneyland Paris avec l'agence Epoca. Et enfin, bien sûr, le Comène d'or, lui, est décerné à Action pour sa campagne Rencontre avec l'agence Tulipe et compagnie. Et j'accueille d'ailleurs sur ce plateau Thierry Derico. Il est producteur chez Tulipe et compagnie pour découvrir ensemble cette vidéo. On la découvre ensemble. Thierry, vous me rejoignez. Action, filiale de Bouygues Énergie et Services, accompagne les collectivités territoriales dans leur mission d'aménagement numérique. En pleine croissance, l'entreprise doit répondre à des enjeux de marque employeurs évidents, tout en valorisant la féminisation des équipes en cours. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Action décide de mettre à l'honneur celles qui font battre le cœur d'un secteur encore trop souvent perçu comme masculin.
C'est chose faite avec Rencontre avec, une campagne de communication tant destinée à l'interne qu'à l'externe, s'adressant plus particulièrement aux potentiels recrues, jeunes diplômés ou plus confirmés. Ce dispositif simple et incarné donne la parole à 4 femmes d'Axione qui s'expriment à la première personne dans des portraits vidéo authentiques, sincères, sans phare. Dans un format court, pensé pour les réseaux sociaux, Rencontre avec réussit à communiquer fraîcheur et enthousiasme. Côté KPI, ces belles rencontres peuvent se féliciter de recueillir un taux d'engagement moyen de 3,2%, tous réseaux sociaux confondus. Un joli score pour une campagne menée sans aucune monétisation et uniquement basée sur l'organique. Alors, on vient de voir donc ce comment d'or et on va écouter maintenant le commentaire du jury, en l'occurrence avec Hugues Pinguet, qui est cofondateur et président de Glory Paris. Axione prend un joli prix ce soir pour sa campagne avec ces petits films assez touchants de toutes ces femmes qui font des métiers un peu compliqués, certes, qu'on découvre avec pas mal d'humour et pas mal de sincérité, je crois. Donc c'est ça qui nous a touchés pour remettre ce prix. Merci Hugues. On va parler maintenant un petit peu de ce comment d'or. Fiorine Thiebaud, responsable de la communication d'Axione. Une question pour vous. Rencontre avec, ça met l'accent en fait sur l'enthousiasme et la fraîcheur. Pourquoi est-ce que c'était important pour la marque employeur de souligner cet enthousiasme et cette fraîcheur ? Alors pour répondre à la question, par définition déjà la marque employeur, c'est donc l'image de l'entreprise qu'on souhaite véhiculer auprès de nos potentiels candidats, mais aussi auprès de nos propres collaborateurs. Et pour ça, la marque employeur, elle se doit d'être attractive, mais aussi et surtout, je pense qu'elle doit être vraie et authentique. Et c'est selon moi tout notre enjeu en tant que communicant, en fait, c'est de réussir à mettre en lumière l'entreprise sans pour autant la fausser ou enjoliver en fait la réalité. Être dans un discours qui certes parlera à l'externe et donnera envie à l'externe de nous rejoindre, mais qui fera aussi écho et sens en interne. Et c'est là où pour moi la marque employeur et la culture d'entreprise, il y a quand même une frontière qui est très très fine. Et la réalité, du coup, pour en revenir à Axione, c'est qu'on évolue dans un environnement qui est quand même très stimulant. Notre expertise, elle nous permet de répondre à de véritables enjeux sociétaux, hein, comme la digitalisation des territoires, par exemple, c'est vachement d'actualité. Et je pense que nos collaborateurs sont plutôt tous très fiers de pouvoir, évidemment à leur échelle, mais contribuer à ce projet d'envergure, hein, et en disant par exemple, je sais pas, à leur entourage, ah au fait tu télétravailles, c'est un peu grâce à moi que tu télétravailles quand même. Donc voilà, il y a vraiment cette dynamique chez Axione et c'est ce que je souhaitais mettre en avant dans la campagne Rencontre avec dont on parle. Pour répondre plus précisément à la question, on n'a pas souhaité mettre vraiment en particulier en avant telle ou telle chose. On n'a pas demandé à nos collaboratrices par exemple de jouer l'enthousiasme. Je pense simplement qu'elles le sont. Ce sont des personnes dynamiques et engagées comme tous nos collaborateurs et que ces éléments, ce sont vraiment des fondamentaux de notre culture d'entreprise. L'objectif, c'était donc juste de donner la parole, vraiment rencontre avec, la parole à nos collaborateurs pour qu'ils se présentent, se confient, racontent concrètement les choses comme si en fait on était avec eux et qu'on partageait une petite partie de leur quotidien. Et c'est probablement ce qui a donné ce côté très frais, très enthousiasmant. C'est la spontanéité, l'authenticité et aussi le peu de cadre qu'on leur avait donné et qu'on s'était fixé. Et puis voilà, enthousiasme, fraîcheur, forcément ça draine naturellement animation, innovation et plaisir de faire. Ok, merci Fiorine Thiebaud pour ces éléments de réponse. Thierry, vous êtes face à moi, ça fait du bien de voir des vrais gens en ce moment, et encore plus quand on parle de marque employeur. Allez, j'ai ma question. Quel est l'intérêt de valoriser et de donner la parole à l'interne à des fins de marque employeur, justement? C'est vrai qu'on a l'habitude de parler des salariés comme les meilleurs ambassadeurs en termes de marque employeur, mais c'est vrai que moi je suis intimement persuadé en fait qu'ils ont un grand rôle à jouer pour cela, parce que le lien avec l'entreprise, il est intimement humain. Et quand on cherche à s'intéresser à une entreprise, qu'on veut y postuler, on a envie de connaître, de sentir l'état d'esprit de l'entreprise, on a envie de connaître les personnes avec lesquelles on va travailler, les salariés, les managers, on a envie de sentir la manière dont ils en parlent, la manière, les mots qu'ils utilisent, l'enthousiasme, l'énergie. Bref, c'est vrai que tout ça est assez sensible et que on a
nous, notre rôle, en tout cas, c'est de faire remonter un peu cet état d'esprit, d'essayer de le remonter le plus fidèlement possible. Et c'est vrai que du coup, notre envie, c'est encore plus quand on a une entreprise comme Action, qui est une entreprise qui est encore jeune, qui a bien grandi, qui s'est féminisée. L'idée, c'est vraiment de venir aller chercher toute cette énergie et puis de faire remonter l'expérience vécue par tous ces salariés qui nous semble aujourd'hui important quand une entreprise veut recruter de nouveaux salariés. On est dans la vraie vie, ça c'est. On est dans la vraie vie, absolument. Merci beaucoup Thierry. Donc c'était ce Commander pour la catégorie marque employeur. Et pour clôturer ce live, on va remettre un de nos prix spéciaux, en l'occurrence le prix coup de cœur du jury. Alors ce prix coup de cœur, il est particulier, il est top. C'est un prix pour lequel en fait le jury oublie tous les critères en vigueur dans les autres catégories et laisse juste parler son émotion en examinant l'ensemble des dossiers reçus, qu'ils soient primés ou pas. Alors, découvrons ensemble les nominés du prix coup de cœur du jury de cette 34e édition. Tout d'abord, le Conseil constitutionnel pour QPC 2020, 10 ans de questions citoyennes, avec les agences Sagarmatha et Hopscotch PR. Vinci Autoroute pour deuxième ligne, avec l'agence Tulip et compagnie. Euler Hermès pour LOTV, avec Pickle. La SNSM, Société nationale des sauveteurs en mer, pour la SNSM, l'occasion d'une vie, avec l'agence Glory Paris. Et j'oubliais, Softrider Foundation Europe pour Bad Cosmetics, avec l'agence Ici Barbès. Et donc je vous annonce le prix coup de cœur 2020-2021. Il est décerné à Vinci Autoroute pour deuxième ligne, avec l'agence Tulip et compagnie. On découvre ensemble le coup de cœur de notre jury. 16 mars, on s'y attendait pas vraiment à arrêter comme ça, aussi brutalement. Ce truc-là, il est arrivé comme ça, tout le monde a été pris de court, même l'État en premier. Nous, on s'est retrouvés hyper déstructurés en fait par ce confinement. C'est la première fois qu'on voit une situation pareille, quoi. Alors, autant quand on peut avoir des gros événements neigeux, des gros événements, des gros accidents et un contexte comme ça, on l'a jamais vu. Ça touche l'aspect personnel, il y a quand même de l'inquiétude parmi nos équipes qui travaillent, qui est tout à fait compréhensible. On voit ce que le virus, avec ce qu'on entend chez les journalistes, ce que ça peut apporter comme maladie. Le réseau autoroutier est un axe majeur qui doit être maintenu quelles que soient les conditions. Appel d'urgence. Vinci Autoroute, PC Sécurité Valence, bonjour. Qui reste sur la route maintenant par rapport à avant en fait? Beaucoup de conducteurs de poids lourds, bien sûr, qui vont livrer les magasins pour les produits de première nécessité. Mais pas seulement, il y a toutes les professions qui restent mobilisées, comme les dépanneurs, comme les personnels soignants. Dès le premier jour, dès la première heure, on s'est mobilisé pour pouvoir continuer à assurer notre mission de service public. La continuité de service, très concrètement, c'est pas juste un principe, c'est aussi une action opérationnelle qui fait qu'aujourd'hui, les poids lourds peuvent circuler sur l'autoroute dans les mêmes conditions de sécurité que si on n'était pas en situation de crise. La grosse difficulté aujourd'hui, c'est d'assurer donc la sécurité de nos clients, mais également de notre personnel. Ce qui sous-entend que l'ensemble des procédures doivent tenir compte des gestes barrières. On a réorganisé beaucoup de choses en télétravail et puis des effectifs réduits sur les sites où il faut vraiment du monde. Il a fallu en un temps record trouver des équipements spécifiques pour répondre à des obligations d'intervention. Tu vas sur la lune. La semaine dernière, du dimanche soir au vendredi soir, j'ai pas eu un repas chaud. Les routiers n'avaient plus la restauration chaude en fait sur les aires. Et voici pour vous, monsieur. C'est chouette, ouais. Merci beaucoup. Merci, madame.
Ils vivent une grande solitude aujourd'hui, les routiers. Et du coup, ces moments de pause sur les aires de service, ça permet aussi de l'échange et des moments de chaleur pour eux. Et c'est très important. On est là pour aider les gens si on peut quand même. C'est quand même là, puis ensuite cette période compliquée pour tout le monde. Les gens prennent soin un peu des uns des autres, même sans se connaître pour autant, quoi. Donc voilà pour le prix coup de cœur. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi ce jury a décidé que c'était le prix coup de cœur. Et donc, je vous propose d'écouter Charlotte Kifidis. Elle est fondatrice du cabinet Unique. Nous avons énormément apprécié cette série, ce documentaire en fait, d'une certaine manière, que les équipes ont mis en place dans un délai qui nous a paru extrêmement réactif et qui très clairement, selon nous, a montré la continuité du service public, mais avec un grand cœur. C'est-à-dire comment les équipes dont le métier est d'être sur la route et d'accompagner en fait ce bien-être et cette facilité de déplacement, comment ces équipes-là ont su se réinventer pour, dans le cas de la Covid, y intégrer des actions de solidarité, travailler leur engagement, leur implication. Et ça, nous, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est le traitement qui n'était pas sublimé de cet engagement, qui était un traitement presque documentaire. En fait, on plongeait dans la vraie vie des équipes, avec une humanité dans la parole, avec une simplicité en fait dans la manière d'expliquer tout simplement la manière de fonctionner au quotidien et ce qui était mis en place. Donc on a trouvé que c'était vraiment remarquable à ce titre-là. Merci Charlotte, merci beaucoup pour ce commentaire. Et je vais dire la parole maintenant est au grand gagnant. Et je vais donc laisser François Brissincker, directeur de la communication Vinci Autoroute, et Charles Drouin, directeur général de l'agence Tulipe et compagnie, nous raconter ce projet. Tout ça a commencé en mars 2020, lorsque le ciel nous est tombé sur la tête, à tous, les citoyens, les entreprises, tout le monde. Et on se dit, il faut très très vite qu'on travaille un protocole sanitaire pour que les équipes puissent tourner sur le terrain, pour rendre compte de tout ça, avec une idée derrière qui est un peu journal de bord. Racontons ce qui est en train de se passer. Cette vingtaine de films va quand même afficher, je crois, plus de 2 millions d'impressions, de vues sur Facebook et sur Twitter. Et en fait, après quelques premières vidéos, on se dit qu'il faut en faire évidemment une version longue. C'était impossible de faire, pour illustrer 2020, un film de l'année qui soit autre chose que celui qui montre ce qu'a été la vie de tous les Français, et notamment sur l'autoroute. Au fond, je crois que ce film est un peu une preuve par l'absurde du sens de nos missions, du sens de nos métiers. C'est un révélateur, d'une certaine façon, de toutes ces actions invisibles, et parfois et souvent anonymes, que les salariés de Vinci Autoroute font au quotidien dans leur métier de délégataire de service public. On l'a fait pour nos clients, on l'a fait pour les Français, on l'a fait pour que les médias aussi voient ce qu'on est capable de faire en temps anormal. Et voilà, nos salariés, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont permis que la vie du pays, en tout cas la vie du pays qui est rendue possible par les mobilités, et donc c'est notamment l'approvisionnement des populations, continue alors même que tout le pays était à l'arrêt. Voilà, là on se dit qu'on est au bon endroit, on fait des films qui sont utiles et qui sont créatifs, qui sont étonnants, qui ont un ton. On se raconte pas d'histoire là, donc c'est fort. Voilà, c'était le palmarès du jour, un très beau palmarès avec ce prix coup de cœur. Et je vous rappelle qu'il était lié donc à cette inspiration Système D. Et je vous propose maintenant de retrouver Émilie Thierry, elle est directrice de The Good pour mémoire, pour revenir sur l'ensemble de vos questions. Hello Émilie. Bonjour Ludovic. Bonjour à toutes et à tous. On a quand même quelques questions autour de ce système D. J'en profite
et ça répond en partie à la question de Dan-Antoine. Effectivement, Comment a aussi fait preuve de système D sur l'organisation des 34e Grand Prix Comment, puisque effectivement on a préparé tout ça. Enfin, l'équipe Comment a travaillé d'arrache-pied pour travailler tout ça, et c'est comme ça qu'on a ces 6 lives qui ont été effectivement enregistrés en 2 jours dans des conditions système D, justement. Plusieurs questions. On a effectivement une question notamment qui dit pourquoi il est toujours pas si facile que ça de faire simple en communication. Et parce qu'on a l'impression qu'effectivement, ce système D aussi, on a l'impression que oui, ça revient du bon sens en fin de compte, et que c'est souvent des solutions qui paraissent comme ça simples. Oui, effectivement, et je le lirai peut-être à l'autre question, celle d'Emmanuel New sur la créativité et le risque d'affaiblissement finalement des expertises de communication. Oui, dans un sens, effectivement, le système D, on a l'impression que c'est quelque chose de dépouillé, de facile, mais au final, moi, je pense qu'il faut retenir de toutes ces expériences et de tout ce qu'on a vécu de cette année en termes de communication, c'est que ça vient bousculer les pratiques et ça vient forcer à réfléchir à nos pratiques qui, avec le temps, se sont de plus en plus complexifiées. On est dans une dimension qui est un parallèle finalement de notre société de consommation, du toujours plus, toujours mieux, de faire. On est souvent confronté à la compétition, et que ce soit à travers les grands prix Comment, mais aussi, je pense, pour la publicité, les Cannes Lions, voilà, on essaye de toujours faire plus et toujours mieux. On a mis aussi beaucoup de moyens, des super productions, et là, du coup, ça permet de revenir à quelque chose de peut-être un peu plus simple, de se reposer les vraies questions de la conviction, de comment on touche et comment on atteint le consommateur. Est-ce qu'on l'atteint par des super productions ou est-ce qu'on l'atteint aussi par des choses plus réelles? Enfin, moi, je suis hyper touchée quand je vois le film de Vinci Autoroute, de toute cette solidarité qui s'est mise en place. On parle de révélateurs, et justement de révélateurs du quotidien, et qui est parfois un peu plus dans l'émotion que ce que pourrait véhiculer une super production. C'est Action aussi qui disait « Moi, j'ai pas fait jouer l'enthousiasme, j'ai juste mis en scène des collaborateurs et des collaboratrices qui sont vrais. » Et du coup, je trouve qu'on gagne beaucoup en émotion dans ce système D. Après, effectivement, système D, pour moi, ça ne doit pas être une nouvelle forme de pratique, mais ça doit plutôt être un état d'esprit qui donc vient bousculer les pratiques, de penser à l'upcycling. On a beaucoup parlé d'économie circulaire tout à l'heure avec Emmaüs, mais comment on fait pour ne pas être que sur du one-shot à chaque fois qu'on organise un tournage ou qu'on organise une communication, de penser à l'impact sur l'environnement, de penser à l'impact sur les villes, sur les personnes. Et donc, c'est plus un état d'esprit qu'il faut retenir de tout ça, plutôt que se dire qu'on va continuer à jongler comme on a pu jongler cette année en tant que communicant. Merci. Tout à l'heure, quand tu parlais d'exemple de la crise de 2008, tu évoquais différents exemples, etc., qui avaient bousculé un petit peu les choses, qui avaient obligé. Et il y a une question, effectivement, là, qui dit la crise a obligé de faire preuve de système D, mais dans les réponses, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une accélération plutôt que d'une disruption? C'est-à-dire qu'effectivement, la notion de frugalité, de solidarité, de recherche de sens, de consommation locale, etc., ça s'est renforcé, mais on est d'accord qu'il y avait quand même les prémices depuis quelque temps, non? Oui, moi, je pense que la crise de 2008 a été déjà un premier révélateur du passage de la société, on va dire, du pouvoir d'achat à celui du vouloir d'achat. On est rentré dans une ère de consommation un peu plus raisonnée, où on est passé d'une consommation de la possession à une consommation par l'usage, et déjà bousculer notre conception de la consommation telle qu'on la connaît depuis les années 60.
Et donc là, effectivement, la crise est venue, la crise que nous traversons actuellement, elle est juste venue amplifier, comme souvent, hein, une crise, c'est un révélateur, c'est un amplificateur de tendances de consommation qui préexistaient en amont, évidemment. Mais avec peut-être une accélération et puis une normalisation. Je pense notamment à tout ce qui touche à l'économie circulaire. Aujourd'hui, le tabou de la consommation de seconde main est totalement défait. Et plus personne n'a honte ou n'a peur de consommer seconde main, alors que quand on regarde les enquêtes il y a 3-4 ans, il y avait clairement les adeptes de la seconde main et puis les autres. Et justement, alors si on voit ça dans justement une logique de prospective, le mot peut-être un petit peu fort, etc. Mais qu'est-ce que tu penses de ce système D justement dans la durée? C'est-à-dire que au-delà de la crise, est-ce que tu penses qu'effectivement, tu le disais peut-être tout à l'heure, effectivement, comme c'est plus un état d'esprit, enfin ce n'est entre autres, c'est un état d'esprit, donc ça peut perdurer? On le voit dans les enquêtes conso, et je pense notamment à l'enquête de l'Obsoco, et nous, on est aussi en train de mener une enquête actuellement sur la consommation responsable, et on a quand même une grande moitié de la population française aujourd'hui qui est convaincue de la nécessité de transformer sa consommation. Enfin, on a plus que la moitié. On a aujourd'hui 90% des consommateurs qui sont sûrs et convaincus qu'il faut changer les modèles de consommation. Et on a 50% de la consommation qui s'y met vraiment et qui mène des actes de consommation différents. D'accord, c'est pas que du déclaratif. C'est pas que du déclaratif. C'est aussi vraiment un changement de mentalité de consommation qui est aussi beaucoup poussé par les nouvelles générations, et notamment les millennials et la génération Z, qui, quand on regarde les marques préférées, par exemple, de la Gen Z, c'est Zara et H&M, certes, mais la troisième marque préférée, c'est Vinted. D'accord. C'est un peu les opposés. C'est un peu les opposés ou complémentaires, mais du coup, on a vraiment ce type de consommation, et on le voit sur le e-commerce, par exemple, avec des marques comme Back Market qui cartonnent. On voit que tous les grands distributeurs sont mis à la seconde main ou l'upcycling. Donc non, on est au-delà d'une tendance, on est vraiment sur une transformation profonde de la consommation. Et ce qui est intéressant, enfin là, c'est une remarque de ma part, mais ça amène une question, c'est qu'au bout du compte, on pourrait de manière un peu simpliste se dire que c'est plus facile pour Label Emmaüs de faire du système D, parce que, j'allais dire, par essence, eux-mêmes sont dans une approche système D, mais on voit typiquement que une grande entreprise comme Vinci Autoroute c'est en faire aussi. Donc, au bout du compte, la question, c'est est-ce que toutes les organisations sont aptes, enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, aptes, mais en tout cas, peuvent faire du système D. Enfin, faire du système D, c'est bizarre à dire comme ça, pardon. Oui, alors après, il faut faire attention à si vrai système D, peut-être faux système D. Mais, voilà, c'est la bonne question, effectivement. Mais en tout cas, faire simple, faire plus simple et faire plus frugal. Et, je pense que c'est à la portée de toutes les organisations. Et d'ailleurs, faire simple ne veut pas dire ne pas s'enlever de contraintes. Je pense par exemple à toute la campagne d'Orange qu'on a vécue en 2020, qui s'appelle Restons ensemble, on reste ensemble, où Orange a demandé à ses clients ou à ses followers sur les réseaux sociaux de créer leurs propres vidéos pour après les diffuser sur des spots, sur des écrans publicitaires réservés par Orange pour garder le lien entre les jeunes générations et les plus âgés. Et l'idée peut paraître simple. Et on est dans quelque chose un peu de système D, puisqu'on là, on va pas faire des méga tournages et de super production avec des mannequins, ce genre de choses. On va juste partir de vidéos des clients. Mais en termes de logistique, ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire pour Orange. Je crois qu'il y a eu 5000 vidéos qui ont été postées. Donc, voilà, il faut les trier en termes de logistique, même pour les diffuser, puisque c'était des diffusions uniques à chaque fois. Donc voilà, on peut faire authentique, on peut délivrer quelque chose de brut, de simple, mais ça n'enlève rien à la capacité, à l'expertise des communicants. Oui, d'ailleurs, système D ne veut pas dire que frugalité.
enfin, on peut penser, effectivement, il y avait une question au départ qui était de dire, voilà, effectivement, la période actuelle oblige effectivement enfin, invite en tout cas à éviter l'ostentatoire aussi. Oui, on a eu beaucoup de marques qui ont hésité à communiquer l'an dernier pendant la crise, qui se sont dit, mais au final, les magasins sont fermés, je n'ai pas forcément de produits à vendre, quelle est ma légitimité de communiquer? Et souvent, d'ailleurs, celles qui ont réussi à prendre le lead et à revenir rapidement en communication, c'était soit effectivement celles qui avaient une utilité dans le quotidien, les marques du quotidien, notamment les grands distributeurs, mais c'était aussi celles qui étaient en mesure d'apporter autre chose qu'un simple produit, qui étaient capables d'arriver avec une dimension plus solidaire, qui étaient en mesure de prouver leur utilité au-delà de la simple activité économique et effectivement d'être moins dans le ostentatoire puisque ce n'était pas du tout le sujet de l'époque et plus dans le concret, le quotidien et l'utilité du quotidien. Et beaucoup de marques ont gagné en termes d'engagement avec leurs consommateurs, avec de nouveaux clients, à partir du moment où elles ont montré cet engagement plus solidaire, plus responsable. Ok. Et encore deux questions rapides. Une, j'allais dire un petit peu poil à gratter, mais parce que c'est un sujet aussi pour notre écosystème de la communication. C'est quelquefois on a tendance aussi à confondre système D et juste rabotage des budgets, quoi. On est d'accord que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Enfin, on l'a connu, puisque tu faisais référence à 2008, on a connu ça aussi, où on se retrouvait. Moi, je représente une agence, mais effectivement, quand j'entendais des grandes marques, éventuellement du luxe, qui me disaient « on n'a plus d'argent », ensuite, si vous voulez raboter vos budgets, c'est un choix, mais c'est très bien d'être inventif, créatif, etc. Mais il faut quand même savoir mettre les moyens. Je ne parle pas que de budget, d'ailleurs. Ouais. Alors, je dirais qu'il y a la crise, le phénomène de la crise économique et financière de 2008 et celle que nous traversons aussi actuellement, mais on a aussi l'avènement du digital qui a vu de nouveaux formats apparaître où finalement on rentrait dans une communication quasi quotidienne avec les clients et on n'était plus sur ce grand moment sacré du film. Je me rappelle, je crois que c'était les GDF, Caisse de France à l'époque, qui avait fait un film, Un Million. Enfin, voilà, c'était des films magnifiques, majestueux, mais qui pouvaient être diffusés pendant 2 ans à la télévision sans lasser forcément. Alors qu'aujourd'hui, on est avec le digital, on est amené à faire de la production quasiment quotidienne pour pouvoir nourrir les réseaux sociaux, pour pouvoir nourrir l'ogre des réseaux sociaux. Et du coup, ça a déjà aussi pas mal bousculé les pratiques. Et voilà. Et après, certaines marques font le choix d'être présentes quotidiennement par de la vidéo, par du contenu, et d'autres font le choix au contraire d'avoir des grands temps de communication, des grandes campagnes. Voilà, c'est vraiment un choix de marque. Et en termes de budget qui peut s'équilibrer en fonction du choix qui est fait. Ouais. Et donc, pour terminer, une question qui fait... je fais référence à une des questions. En fin de compte, ce système D, oui, c'est un petit peu une rampe de lancement ou d'accélérateur vraiment d'une approche RSE. Alors, on parle beaucoup de transition écologique, mais c'est aussi social, sociétal, etc. Alors, je ne sais pas si c'est une rampe de lancement, mais en tout cas, c'est un des leviers clairement d'une consommation plus responsable et effectivement pour les entreprises de réfléchir. On l'a vu, il y a une étude du Club des annonceurs qui est sortie la semaine dernière sur la transformation du rôle des professionnels du marketing et de la communication. Et effectivement, aujourd'hui, la RSE comme le Covid ont clairement bousculé les rôles de chacun au sein de l'entreprise. Ça remet en cause les pratiques, et les pratiques donc, en termes d'écologie, comment réduire l'impact de ces campagnes, comment on réduit l'impact écologique, aussi comment on réduit
on lutte contre les stéréotypes, comment on lutte contre les clichés. Oui. Enfin, voilà, je sais que le sujet du stéréotype et notamment féminin est un sujet cher à notre directrice générale Laurence. On est d'accord. Bon, pas qu'à elle, à tous les membres de Comment. Il y a beaucoup de membres de Comment. Et donc, effectivement, là, aujourd'hui, toute cette crise et tout le sujet de la RSE viennent bousculer les pratiques des communicants. Et c'est plutôt une bonne chose, ils en sont fiers, ça redonne du sens aussi beaucoup à nos métiers dans un temps où on est en quête de sens, c'est plutôt chouette. Eh ben merci. En plus, tu m'as donné une bonne transition, le fait de bousculer, puisque lors de notre prochain live qui a lieu le mardi 13, donc mardi prochain, mardi 13 de 9 à 10, on va parler de métamorphose. Donc tout ça, tout ça se rapproche et rajoute encore un petit peu plus de sens dans les inspirations et dans les palmarès de ces 34e Grand Prix Comment. Merci beaucoup. Et bravo. The Good. Merci pour ton regard, pour tes réponses. Merci à tous pour votre participation. Et on se dit, ce ne sera pas avec moi, ce sera avec Constance, que je salue. On se retrouve donc mardi prochain pour la métamorphose. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.